Retrouve pour une petite demi-heure pour vous présenter les grandes lignes du transfert de technologie et la propriété intellectuelle, comment réussir son transfert de technologie. Je vais vous parler, très rapidement dans cette demi-heure, tout d'abord de la stratégie de valorisation de vos actifs immatériels au travers de la propriété intellectuelle qu'il est possible de réaliser pour avoir un retour sur investissement sur votre recherche et développement. Et puis, je vous parlerai très rapidement de 2 points essentiels dans le transfert de technologie que sont les NDA, hein, les accords de non-divulgation et les contrats de licence qu'il est possible, d'obtenir et de rédiger, heu, en collaboration avec des partenaires industriels. Alors tout de suite, en ce qui concerne la valorisation de l'API, alors bien évidemment, toute, entreprise, qui est créée a pour but de générer une valeur ajoutée à un produit ou à un service et c'est ce qui fait la nature même, d'une entreprise et ça va être bien évidemment au travers de la protection de sa propriété intellectuelle que nous allons pouvoir sécuriser les investissements aussi bien financiers que humains réalisés au cours du développement de votre produit ou de votre service. Alors, si on prend un exemple concret, typiquement, la fourniture d'eau, hein, vous voyez que, un simple verre d'eau aura un prix de revient très faible, mais en proposant un service, avec derrière toute une stratégie de recherche et développement et de protection, on va pouvoir rentabiliser, ce service et apporter une valeur ajoutée. Donc typiquement, la société Evian, hein, qui est une société, spécialisée dans l'eau, a, protégé et valorisé ses actifs immatériels en possédant de nombreux titres de propriété industrielle, comme typiquement les marques, hein. Vous voyez que, par exemple, en 2004, Evian avait déposé sa marque, donc la marque Evian avec, le nom Evian en rouge, avec, le logo, des montagnes en arrière-plan. Alors ils en ont pas qu'une, hein, ils ont toute une série de marques. De la même manière, un même produit peut être protégé par plusieurs titres de propriété industrielle. Donc, comme par exemple la bouteille que nous avons à droite ici, donc il y a la marque Evian qui est apposée dessus, mais cette bouteille est également protégée par un brevet. Je ne sais pas si vous pouvez voir les striures qu'il y a sur, la périphérie de la bouteille. Ces striures-là ne sont pas là par hasard, elles ont une fonction technique qui va permettre, lorsque la bouteille est vide, de pouvoir la compacter plus facilement et qu'elle prenne moins de place au moment où on va la jeter. Donc je le rappelle hier, hein, le brevet, vous vous souvenez, c'est une solution technique à un problème technique. Ces striures-là sont une solution technique au problème technique qui est de pouvoir, minimiser la taille de la bouteille au moment où on souhaite, la jeter. Donc là, typiquement, c'est un cas qui relève du domaine du brevet et Evian avait, déposé en 1995 un brevet sur cette technologie-là. Donc vous voyez, hein, quand on parle de brevet, ça va des domaines les plus spécialisés jusqu'au, domaine de la vie courante. Et bien évidemment, cette bouteille est également protégée par un modèle déposé. Donc on en a parlé un peu hier, le modèle concerne le design des produits. Et là, typiquement, la forme esthétique qui est complètement arbitraire de la bouteille, notamment le culot de la bouteille, ne remplit pas de fonction technique et donc ne relève pas du brevet, mais bien du titre de propriété intellectuelle qui est le modèle. D'accord? Donc là, c'est un exemple concret qui vous montre comment une entreprise qui a investi en recherche et développement a pu, rentabiliser ses efforts en, utilisant la propriété industrielle et vendre un produit à forte valeur ajoutée. Il faut garder à l'esprit que, dans, les entreprises de nos jours, les actifs immatériels représentent la grande majorité, du patrimoine de cette entreprise, hein. Si vous prenez à titre d'exemple, vous connaissez sûrement la société Nokia. Nokia, donc, le géant de la téléphonie, mobile qui a fait faillite maintenant il y a une dizaine d'années, a été revendu, pour, près de 4 milliards de dollars et sur ces 4 milliards, quasiment 3 milliards de dollars concernaient, la vente du portefeuille de brevets. Donc là, vous comprenez bien et vous arrivez à saisir que
le patrimoine immatériel d'une entreprise est constitué de ses actifs intellectuels et que si ceux-ci sont protégés par des titres de propriété industrielle, ils peuvent être grandement valorisables. Il en est de même, hein, enfin, quand on voit le rachat d'entreprise, hein, souvent, la majeure partie du prix que constitue ce rachat sont issus des titres de propriété industrielle. Une marque comme Apple, hein, qui est valorisée à plusieurs milliers de milliards de dollars, ce qui fait la force de Apple, c'est la valeur de la marque Apple. D'accord? C'est pas forcément les outils de production ou le capital humain, mais c'est vraiment la propriété intellectuelle que possède l'entreprise. D'accord? Alors, là, je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire pour valoriser sa propriété intellectuelle. Alors, de manière courante, on pense tous au brevet ou à la marque comme un outil d'action en contrefaçon, hein. On l'a dit hier, le titre de propriété industrielle permet d'obtenir un monopole exclusif qui permet au titulaire d'exclure tout tiers d'exploiter son invention ou d'utiliser sa marque sans son consentement. Donc ça va être un premier levier qui va être possible d'activer avec un titre de propriété industrielle, c'est d'attaquer un éventuel contrefacteur qui utiliserait sans notre consentement notre brevet ou notre marque. Ensuite, bien évidemment, c'est un outil générateur de flux financiers, hein, au travers de cessions ou de licences. On en parlera un peu tout à l'heure dans le cadre de cette présentation. Vous avez la possibilité, au même titre que n'importe quelle propriété que vous possédez, vous pouvez la vendre ou vous pouvez la mettre en location. Et donc, à travers ça, générer des revenus. Il s'agit également d'un outil de négociation, hein. Il y a de nombreuses entreprises qui appartiennent à ce qu'on appelle des patent pools. Donc, c'est quoi les patent pools? Ce sont des groupements d'entreprises qui se réunissent autour d'une technologie qui souvent ces technologies-là sont utilisées dans des normes, hein. Si on prend la norme USB, la norme MPEG pour les fichiers vidéo, tout ça, en fait, elle n'est pas protégée, ces normes-là ne sont pas protégées par un unique brevet, mais par plusieurs brevets et détenues par plusieurs entreprises. Et ces entreprises-là vont se regrouper pour former un patent pool, hein, un ensemble de brevets, et pouvoir négocier directement avec les utilisateurs de ces technologies et pouvoir avoir plus facilement les royalties sur leur contribution à cette technologie brevetée. C'est bien évidemment un outil de reconnaissance auprès notamment des salariés, hein. Un salarié qui va travailler pendant plusieurs années sur une innovation, le fait de pouvoir déposer un brevet, déposer une marque sur son innovation, est également un outil de reconnaissance et de satisfaction pour les employés et permet j'allais dire, de les motiver et de les entraîner dans le sillage de l'entreprise. C'est également un outil d'appropriation des savoirs, hein. C'est, comme je le disais hier, quand vous faites un dépôt de brevet ou de marque, il y a une démarche administrative qui est effectuée et ça permet également auprès du grand public de dater de manière certaine des connaissances techniques. Alors, vous utilisez sûrement, vous, des cahiers de laboratoire dans vos recherches, mais le brevet est également un outil qui va permettre de dater vos savoir-faire et votre connaissance. Ça permet aussi de réaliser ce qu'on appelle du design around, c'est-à-dire que, je le disais hier également, que toutes les demandes de brevets sont publiées, hein, 18 mois à compter de la date de dépôt, et ces publications sont librement et gratuitement accessibles. Donc, vous pouvez y avoir accès et savoir ce qui se fait dans votre domaine de recherche, et vous pouvez perfectionner ce qu'on appelle créer autour, hein, pour éviter de tomber dans le champ du brevet, mais pour éviter ce champ de brevet, vous pouvez créer autour de ce brevet. Ça peut être une source d'inspiration pour développer de nouvelles idées. C'est évidemment, j'en ai parlé hier, l'amélioration de la confiance des investisseurs. Je vous présenterai une petite étude tout à l'heure qui a été réalisée en 2019 vis-à-vis de la relation entre investisseurs et détention de droits de propriété industrielle.
un investisseur, quand il va investir dans votre spin-off, il veut s'assurer qu'il y ait une rentabilité, un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement peut être sécurisé par la détention de titres de propriété industrielle. Ça va rassurer l'investisseur de savoir que la technologie que vous utilisez est protégée et qu'aucun concurrent, pendant une durée de 20 ans, ne pourra venir empiéter sur votre part de marché. Alors, c'est aussi un actif valorisable, hein, notamment dans le cadre de l'optimisation fiscale. La plupart des grandes entreprises utilisent ces mécanismes de licence pour obtenir des optimisations fiscales, c'est-à-dire qu'on a une maison mère qui est souvent située, si ce n'est dans un paradis fiscal, au moins dans un pays où la fiscalité est moins importante que dans d'autres pays. Et via le versement des filiales à la maison mère pour les redevances, on arrive à diminuer le bénéfice de ces filiales et payer effectivement moins d'impôts. Alors, c'est également un outil de déminage. Donc, vous allez pouvoir observer ce que fait la concurrence, hein. Donc, les brevets librement accessibles, gratuitement accessibles. Vous pouvez faire des recherches par nom, par déposant, par inventeur. Et donc là, vous pouvez surveiller la concurrence et vous assurer également que vous ne commettez pas, vous, d'actes de contrefaçon. Parce qu'il est aussi important, quand vous utilisez votre technologie, quand vous allez développer votre technologie, de vous assurer que celle-ci n'est pas protégée, au risque, bien évidemment, de subir une action en contrefaçon. Ça peut être également un outil, ce qu'on appelle un outil d'intimidation. Alors ça, c'est les stratégies souvent de grands groupes, notamment dans l'automobile, on a souvent ça. Ce sont des sociétés qui détiennent un portefeuille de brevets, de plusieurs milliers de brevets, hein, et lorsqu'il s'agit de négocier avec un fournisseur, de négocier avec un concurrent, le fait de posséder un lourd portefeuille pays peut aussi dissuader le concurrent d'engager une éventuelle action en contrefaçon. C'est un outil de communication, hein, vous l'avez sûrement déjà vu sur des produits, marques déposées, produits brevetés. Ça, c'est aussi auprès du grand public et auprès de la clientèle un signe de ralliement, un signe de confiance que peut produire votre produit lorsque vous pouvez y apposer ce type de nomination sur type voilà, produit breveté, marque brevetée. Ça, c'est entièrement possible. J'en ai parlé très rapidement, donc l'outil de surveillance de la concurrence, hein. Vous pouvez voir ce que font vos concurrents dans un même domaine. Un chercheur, par exemple, qui publierait une demande de brevet, vous pouvez facilement surveiller ce que fait le laboratoire, ce que fait un étudiant-chercheur, un doctorant qui serait dans le même domaine que vous. Et enfin, effectivement, c'est un outil de différenciation, hein, dans la mesure où vous allez obtenir un brevet, c'est que votre produit est innovant. Et pendant une durée de 20 ans, vous allez pouvoir exclure n'importe qui d'être sur le même marché que vous. Et donc, vous aurez une longueur d'avance sur votre marché. Donc, voilà un peu rapidement, c'est des exemples, hein, de tout ce qui est possible de faire avec la propriété intellectuelle. Et très rapidement, je vais vous montrer une étude qui a été réalisée en 2021 par l'OCDE et l'Office européen de la propriété intellectuelle, qui montre la relation entre la détention de DPI, hein, de titres de propriété industrielle, et les performances des entreprises. Et c'est d'autant plus intéressant que plus l'entreprise est petite, plus les résultats sont intéressants. Donc, vous voyez que pour une entreprise qui possède un titre de propriété industrielle, on a un chiffre d'affaires par salarié qui est 20% plus élevé qu'une entreprise qui n'en aurait pas. Et de la même manière, on a des salaires qui sont 19% supérieurs à une entreprise qui n'en possède pas. Et ce chiffre-là est encore plus élevé pour les petites et moyennes entreprises où le chiffre d'affaires par salarié, lui, est 68% plus élevé. Donc, vous voyez bien que la corrélation qui peut exister entre la détention de DPI, de titres de propriété industrielle, et la performance d'une entreprise. Et c'est là où j'attire votre attention, c'est que dès le démarrage,
de votre spin-off, il y a des réflexions à mener sur la stratégie que vous souhaitez adopter en matière de propriété intellectuelle. Souvent, on voit ça comme une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent, mais il faut voir ça comme un investissement et un retour sur investissement qui peut être très rentable. Si je prends quelques exemples d'entreprises qui ont su mener dès leur début une, euh, une stratégie de propriété intellectuelle réussie. On a par exemple, je pense que vous connaissez Snapchat, hein, qui a déposé dès le début, dès la création, un certain nombre de brevets sur des technologies réalité augmentée, hein, au travers l'utilisation de filtres pour l'appareil photo, qui a permis très vite de sécuriser ces actifs immatériels, cette recherche et développement, et assurer un avantage sur ses concurrents. La société Zoom, hein, que vous connaissez sûrement, qui a mis en place un outil de visioconférence, elle a développé une technologie qui permet de manière optimale de compresser les images et le son pour gagner en bande passante et gagner en fluidité et avoir une expérience confortable lorsqu'on utilise cette visioconférence. Je ne présente pas Tesla, hein, qui possède plusieurs centaines de brevets, notamment sur la technologie des batteries et la recharge des batteries, l'optimisation de la recharge des batteries. Et également Dyson, hein, qui est une entreprise ultra innovante dans le domaine de l'électroménager, qui avait commencé il y a maintenant plusieurs dizaines d'années avec une innovation de rupture dans le domaine des aspirateurs. Donc là, je vous ai mis deux points qui me paraissaient essentiels, issus d'une étude qui a été réalisée par l'Union européenne et qui montre que les startups qui parviennent à cumuler deux types de DPI, hein, donc des droits de propriété intellectuelle, donc ça peut être une marque, un dessin et modèle, un brevet, du droit d'auteur dans son portefeuille pays. Donc, ils ont, lors de la phase d'amorçage ou de croissance, ils ont jusqu'à 10 fois plus de chances d'obtenir un financement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un business angel, un financeur qui va venir vous rencontrer, s'assurer que il va avoir un retour sur investissement, c'est quand même une chose essentielle pour lui. Et à minima, lui montrer que vous avez pensé à la stratégie de propriété intellectuelle que vous voulez mettre en place, ça va être un signe qui va permettre de rassurer cet investisseur. Et donc, de la même manière, quand une spin-off dépose un brevet ou une marque, la probabilité d'une sortie réussie pour l'investisseur est 3 fois supérieure par rapport à une spin-off qui n'aurait rien fait pour se protéger. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Très rapidement, dans les 5 minutes qui me restent, je vais vous présenter ce qu'on appelle les NDA, les accords de non-divulgation, et ce qu'on peut faire avec également des licences exclusives ou non avec un partenaire. Alors, les accords de divulgation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Enfin, c'était plutôt hier lorsqu'on a abordé notamment le thème du brevet, hein, vous vous souvenez, le brevet, il y a la nécessité que votre demande au moment du dépôt soit nouvelle, ne soit pas comprise dans l'état de la technique. Et on a dit que l'état de la technique, c'est tout ce qui avait été rendu accessible au public avant la date de dépôt de votre demande. Et notamment, ce qui peut être dit entre deux partenaires peut rentrer dans l'état de la technique. Afin d'éviter ce problème et d'éviter de s'antérioriser avec des négociations qui auraient lieu avant le dépôt de votre demande de brevet, il est indispensable de faire signer ces accords de non-divulgation. Donc ça, comme je le dis, ça permet de sécuriser ce qui n'est pas encore protégé. Et on a un peu parlé hier, ça permet aussi de protéger ce qui n'est pas protégeable par un titre de propriété industrielle, comme le savoir-faire, par exemple. Alors, il faut bien sûr identifier les personnes qui sont habilitées au sein de cet accord, hein. Il s'agit de bien délimiter les personnes qui seront tenues au secret de cet accord. Il va en falloir déterminer le contenu, la durée. Donc, je vous ai mis en dessous un exemple qui est, vous pourrez cliquer dessus, qui est un accord type, hein, j'allais dire, d'accord de confidentialité. Et sachez que
cet accord doit être obligatoirement rédigé par écrit et signé par les deux parties. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Vous avez donc cet accord de divulgation, un exemple qui couvre à peu près tous les cas, hein. Si vous êtes dans des cas particuliers, je vous invite à vous rapprocher soit de spécialistes, hein, d'avocats, de conseils en propriété industrielle, éventuellement du service juridique de votre université qui doit être habitué à l'usage de ce type d'accord. Et pour finir, je parlerai très rapidement des contrats de licence, hein, donc à l'instar de tout titre de propriété, propriété, le titre de propriété industrielle peut faire l'objet d'une licence. Donc, ce qu'on appelle licence, hein, c'est la location, en quelque sorte, de votre titre de propriété industrielle. Vous allez pouvoir louer votre brevet, par exemple, à l'issue peut-être de votre thèse, de votre recherche. Vous n'allez pas décider de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais vous pouvez totalement déposer un brevet à l'issue de vos travaux de recherche et peut-être accorder une licence à un industriel qui, lui, serait intéressé pour exploiter votre invention. Alors souvent, ce contrat de brevet est accompagné d'un contrat où on va divulguer le savoir-faire également, hein, puisque souvent le brevet est accompagné d'un savoir-faire. J'ai pris l'exemple du brevet, mais il est entièrement possible de faire des contrats de licence sur les tout type de titres de propriété industrielle, que sont les marques, les dessins et modèles, du droit d'auteur. Vous pouvez céder ou mettre en location ce titre de propriété. Se posera la question de savoir si on accorde une licence exclusive ou non exclusive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on va accorder cette licence à un seul partenaire ou alors on va pouvoir avoir plusieurs partenaires auxquels on va accorder à chacun une licence. Donc, on pourrait imaginer un industriel sur le territoire tunisien qui exploite le brevet sur le territoire tunisien, un autre industriel sur le territoire français qui va utiliser votre invention sur le territoire français. Donc ça, c'est entièrement possible. Enfin, la question de la rémunération, donc quelles sont les redevances, les royalties que vous allez réclamer pour la cession la licence de votre brevet. Ça va être de la négociation contractuelle. Souvent, ça peut se faire soit par un pourcentage sur la vente du produit que réalisera le partenaire. Ça peut être une combinaison avec un paiement forfaitaire. Donc, même s'il ne vend pas de produit les premières années, il y a quand même le versement d'une somme forfaitaire. Il peut y avoir un prix minimum de fixé. Alors là, pareil, hein, il existe un peu des contrats types. Sachant que chaque cas est un peu particulier. Donc là, dans la rédaction de contrats de licence, il est quand même fortement conseillé de passer par un professionnel. Et après, c'est la liberté contractuelle des deux parties de s'engager qui va permettre d'aboutir à ce contrat de licence. Et en général, la durée du contrat de licence s'effectue sur la durée de vie du brevet, soit 20 ans, hein, ou le reste du temps de vie du brevet. Puisque après le brevet tombe dans le domaine public et le contrat de licence n'aura plus lieu d'être. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai encore peut-être 5 minutes pour les questions, si je ne me trompe pas, vu qu'on avait commencé avec 5 minutes de retard. Oui, je peux prendre... S'il vous plaît, cher doctorant, veuillez les mettre dans le chat. Alors, je pense que, j'ai transmis ma présentation, ils y auront accès, c'est ça? Oui, après le bootcamp, en fait, on va communiquer un guide. Donc, le guide, il va comporter toutes les présentations des différents intervenants. D'accord. Et mon adresse email pourra également apparaître éventuellement si... Si vous voulez, je peux l'écrire en chat comme ça, s'il y a Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, voilà, si de toute façon, au cours des prochains temps, vous avez des questions, des interrogations sur ces questions de propriété intellectuelle, je suis là pour y répondre. On
on propose ce service d'accompagnement de manière gratuite. C'est possible de programmer une réunion, un one-to-one pour étudier votre projet et voir les possibilités de valorisation de vos recherches au niveau de la propriété intellectuelle. Alors, je viens de mettre votre adresse Oui. email dans le chat. Donc, si C'est bien vous ça. voulez, vous pouvez la copier, cher doctorant. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer cette session pour passer à la session suivante pour les aspects juridiques et réglementaires. Donc, dites-moi, s'il vous plaît. Donc, tout est clair. Parfait. Il vous remercie. Donc, merci Merci. beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Amal. Très bonne journée et bonne continuation à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Selima. Ça va? Bonjour, Amel.